les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir de la colère des femmes » qui a été écrit par Soraya Chemaly. Soraya Chemaly, c'est une figure du féminisme aux États-Unis. Elle montre dans ce livre coup de poing que la colère n'est pas un obstacle, mais la voie inéluctable vers une nouvelle libération et le moyen plus que jamais nécessaire pour renverser l'ordre des choses. Je vous lis le 4e de couverture. Nous sommes en colère et nous avons toutes les raisons de l'être. Toute notre vie, on nous incite à maîtriser nos réflexes et nos émotions. Mais, à force de la réprimer, cette colère se transforme en un ressentiment sourd, ronge nos corps et nos esprits, nous freine sur tous les plans. Or, c'est une de nos plus grandes ressources, l'outil le plus puissant contre l'oppression, politique, sociale ou privée. Il est temps de l'exprimer et de se réapproprier son pouvoir afin d'en finir avec la culture de la peur qui nous conditionne depuis trop longtemps. Car la colère est le signe d'un élan vital, le catalyseur du changement. Sans elle, bien des femmes qui ont réussi ne seraient pas devenues ce qu'elles sont. Quand viendra-t-on à bout du cliché misogyne selon lequel un homme en colère a du caractère alors qu'une femme est une hystérique? Alors, ce livre est vraiment passionnant, je vous en recommande vivement la lecture. L'origine du livre, en quelque sorte, on peut la trouver dans une scène qu'a vécue Soraya Chemaly quand elle était enfant. Un jour, en rentrant de l'école, elle trouve sa mère en train de balancer par la fenêtre de la cuisine méthodiquement des assiettes qu'elle a eues pour son mariage, donc un cadeau précieux, des assiettes avec un liseré d'or, enfin quelque chose de très précieux pour la famille, et elle est en train de balancer une à une les assiettes sans un mot, sans un bruit. Voilà, il y avait dans cette scène quelque chose d'un peu presque surnaturel, vraiment dérangeant, d'autant plus que quand sa mère a eu fini de lancer les assiettes, elle s'est tournée vers sa fille et lui a demandé d'un ton tranquille « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» Donc un truc un peu bizarroïde. Et ça m'a fait penser à une scène que moi-même j'ai vécue quand j'étais adolescente pour le coup. Je vois ma mère ayant aussi un comportement comme ça qui traduit sa colère, mais qui montre à quel point il lui était difficile de l'exprimer finalement. Je la revois en train de cogner une casserole sur le rebord de l'évier, donc cogner une casserole avec force jusqu'à la cabosser, et la cogner encore. Donc une façon de canaliser sa colère, la seule façon qu'elle ait trouvée à ce moment-là. Et je pense que ça a un lien direct avec l'expérience que raconte l'auteur. Voilà, donc l'idée de départ, c'est ça, c'est en fait, nous femmes, qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment violent qu'est la colère? Comment on nous a appris à l'utiliser? Comment on nous a appris à le désigner, à le reconnaître et à l'exprimer. Donc c'est tout l'objet du livre. Et puis surtout, l'objectif de l'auteur, c'est justement que les femmes apprennent à reconnaître leur colère, apprennent à l'exprimer, apprennent à en faire quelque chose, un outil, une arme, pas forcément une arme de destruction, mais une arme qui leur permette de se défendre. Parce que la colère, c'est un instrument de défense en fait. C'est ça qui est un peu le fil conducteur du livre pour moi. Cette idée que la colère, en fait, quand on est une fille et quand on est un garçon, on ne va pas nous apprendre à l'identifier de la même façon, on ne va pas nous apprendre à l'utiliser de la même façon. À savoir que selon qu'on est une fille ou qu'on est un garçon, on va mieux tolérer notre colère ou pas. Donc si on est un garçon, en fait les garçons ont le droit de se mettre en colère. Et ça depuis qu'ils sont tout petits. C'est-à-dire qu'on va même désigner leur colère. Une fille va peut-être faire un caprice alors qu'un garçon va faire une colère. On va accepter que le garçon puisse être dans le pulsionnel, qu'il ne puisse pas contrôler sa colère, alors que la fille, elle est censée se contrôler. L'éducation des filles consiste beaucoup à ce qu'on nous apprenne à nous contrôler,
à tous les niveaux finalement, c'est-à-dire au niveau des émotions, même si on a le droit de pleurer, même si on a le droit d'exprimer nos émotions, ben justement Soraya Chemaly note que la colère, c'est l'une des rares émotions qu'on ne permet pas aux filles d'extérioriser. Alors que les garçons ont tout loisir d'extérioriser leur colère, qu'elle est en quelque sorte accompagnée, qu'elle est acceptée, qu'elle est tolérée, même si elle donne lieu à de la violence. On va mieux tolérer la colère d'un garçon que la colère d'une fille. On va plus avoir tendance à détourner ou à inciter la fille à comprendre que finalement la colère chez elle, c'est pas un comportement acceptable. On va la renvoyer au fait qu'une femme en colère, ce n'est pas joli. Je pense à ce qui a été dit, ce qui a été renvoyé à Greta Thunberg quand elle a prononcé ce discours où elle disait comment osez-vous, avec un visage marqué par la colère. Et ça a été très très mal vécu, ça a été très très mal interprété, très mal vu par des hommes d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'hommes d'un certain âge qui ont taclé Greta Thunberg parce qu'elle avait osé montrer un visage de femme en colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme, ça doit être séduisant, une femme, ça doit être beau, une femme, ça se contrôle, une femme c'est doux. Non, là, elle a dit qu'elle était en colère, elle l'a montré. Elle n'a pas adouci sa colère pour plaire, en fait. C'est ça qui est dérangeant avec cette jeune fille, d'ailleurs. Et le fait qu'elle soit autiste rentre certainement en cause, puisqu'elle est moins dans ce travail que nous, dans lequel on est constamment à vouloir plaire, à vouloir séduire. Enfin, quelque part, c'est ça, quoi. Je pense, quoi. On ne doit pas montrer... on doit être dans une posture de soumission quelque part. Notre éducation féminine, c'est quand même beaucoup nous inciter à être soumises. J'avais fait une vidéo sur la publicité de la RATP. À un moment, la RATP avait fait de la publicité pour lutter contre le harcèlement des femmes dans les rames de métro. Enfin dans le métro en général, et elle avait utilisé des femmes, il y avait des femmes qui étaient pour représenter accrochées à une barre centrale du métro, et puis autour il y avait des prédateurs qui étaient représentés soit par des requins, soit par des loups, soit par des grizzlies. Et en fait mon questionnement c'était mais pourquoi on n'a pas pu imaginer que les femmes réagissent à la violence? Pourquoi on n'a pas pu imaginer les femmes actives au lieu de les voir passives? Pourquoi on n'a pas mis par exemple une championne de kickboxing sur les affiches expliquant quand on vous agresse, voilà comment vous pouvez vous défendre. Voilà, donc il y a cette idée de passivité, de soumission finalement qui fait partie de l'inconscient collectif en quelque sorte. Une femme, même si évidemment quand on va discuter on va dire bien sûr une femme ça peut se défendre, mais l'inconscient collectif, c'est quand même ça, c'est quand même que la femme, elle est soumise, elle est faible, elle est fragile, elle a besoin qu'on la protège, elle ne peut pas se protéger toute seule. Et on est dans une interaction aussi qu'on apprend, nous les femmes, à apaiser l'autre. À apaiser, c'est-à-dire si on voit que l'autre en face de nous est en colère, on ne va pas rentrer en conflit avec lui, du fait que nous considérons comme des créatures faibles, fragiles, on va plutôt avoir tendance à essayer de désamorcer le conflit plutôt qu'à le renforcer. Donc il y a tout cet aspect éducatif qui fait que les femmes ont du mal à reconnaître qu'elles sont en colère, exprimer leur colère, s'autoriser à exprimer leur colère, parce que c'est pas bien vu dans l'espace public, une femme en colère. Je pense par exemple, ça me fait penser à ce livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où elle explique pourquoi les femmes pouvaient être arrêtées comme sorcières au moment de la Renaissance. Et la sorcière, ça pouvait être aussi la femme en colère, la femme qui s'exprime, la femme qui s'oppose, qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec telle chose, qu'elle est victime d'une injustice, qu'elle a été violée, qu'elle a été agressée. Cette femme-là, elle est considérée comme une sorcière, elle dérange l'ordre public. Une femme, ça se tait, c'est soumis, ça accepte. Voilà, c'est ça qui est dans l'ordre des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans, puisque une femme en colère, on va la considérer comme une femme hystérique, comme une folle. Il y a quelque chose d'illégitime dans la colère des femmes.
Et ça, on peut le voir, l'auteur Soraya Chemaly donne l'exemple de la campagne d'Hillary Clinton aux États-Unis, hein, quand elle était opposée à Donald Trump, et à toute cette violence à laquelle Hillary Clinton a dû faire face, cette violence sexiste en fait, parce qu'elle a été agressée vraiment en tant que femme et pas en tant que candidate politique. Et il y a un exemple dont parle Soraya Chemaly. C'est un moment où Hillary Clinton se rend aux toilettes, voilà, un moment de pause dans un débat, et Donald Trump se permet une réflexion sur le fait que Hillary Clinton aille dans cet endroit où elle va faire des choses horribles dont il ne veut même pas entendre parler. Donc il y a cette espèce de dégoût du féminin hein, qui s'exprime là, un dégoût sexiste, machiste. Et ce que Soraya Chemaly note, c'est que face à toute cette violence qui s'est déchaînée contre elle, Hillary Clinton a toujours été dans le contrôle. Elle n'a jamais montré sa colère. Parce que justement, elle ne voulait pas paraître comme une femme en colère. Parce qu'une femme en colère, eh ben, c'est... Enfin, se montrer comme une femme en colère, l'idée c'est que ça l'aurait décrédibilisée en tant que candidate. Ça aurait porté une atteinte à son... au fait qu'on aurait pu la considérer comme ayant suffisamment de contrôle et étant suffisamment responsable pour être présidente des États-Unis. Alors que pour un homme, on ne se pose pas la question. L'impulsivité, le fait qu'un homme soit colérique, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif, alors qu'une femme impulsive, une femme colérique, ben elle est vue comme quelqu'un de pas fiable. Donc c'est vraiment, on est sur ces deux oppositions qui sont très très intéressantes et qui sont vraiment en lien direct avec l'éducation genrée qu'on reçoit. Et à ce sujet, je vous invite à écouter un podcast vraiment très très intéressant qui passe sur la chaîne YouTube de Arte Radio et qui est faite dans le cadre d'une émission qui s'appelle Un podcast à soi. Et ils reprennent une expérience qui a été faite dans une crèche où une équipe de sociologues ou de psychosociologues, je ne sais plus, étudie la façon dont les auxiliaires de puériculture et les éducatrices traitent les enfants en fonction de leur sexe. Donc comment elles les accueillent, comment elles les incitent, à quel jeu elles les incitent à jouer, comment elles les incitent à jouer, comment elles les consolent. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui sont vraiment des tout petits éléments, mais qui finalement, les petits éléments font d'une existence en fait. Hein. C'est comme ça qu'on se construit avec des toutes petites choses qui viennent s'ajouter à des toutes petites choses. Et vraiment, c'est passionnant d'écouter ça parce qu'on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte, on a toujours l'impression qu'on élève les enfants. C'est comme quand un couple a un garçon et une fille, on va leur dire tu les élèves pas pareil. Ils vont dire mais si, j'élève ma fille et mon garçon de la même façon. Mais non, même on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis d'un garçon que vis-à-vis d'une fille. Ça paraît évident, mais malgré tout, on ne s'en rend pas toujours forcément compte. Un autre élément intéressant dans le livre, c'est quand Soraya Chemaly fait le lien entre la colère et les maladies typiquement féminines. Les maladies féminines, quand je dis ça, je veux parler de, par exemple, des maladies qu'on diagnostique plus chez les femmes que chez les hommes. Ça va être la dépression, ça va être la fibromyalgie, ça va être la colopathie fonctionnelle, des maladies chroniques dont souffrent énormément de femmes et pour lesquelles il n'y a pas forcément des solutions valables. Elle fait une hypothèse très intéressante qui serait que ces maladies-là sont liées à la colère, à cette colère qu'on n'arrive pas à exprimer et qui doit bien passer quelque part en fait. Et cette colère, elle passerait par le corps finalement parce que c'est un des vecteurs qui est là, qui est accessible. Et je trouvais cette idée assez intéressante et qui rejoint l'idée que on est aussi souvent, nous les femmes, dans un déni de notre colère, dans un déni de nos émotions négatives, de nos émotions violentes, parce qu'on est censé prendre soin, des autres. On s'occupe des enfants, on s'occupe des hommes, on s'occupe des personnes âgées. On est dans ces rôles-là, et être dans ces rôles-là, ça nous demande de beaucoup prendre sur nous, de beaucoup étouffer notre agressivité.
de la réfréner. Et donc du coup, eh bien, cette colère qu'on ne peut pas exprimer, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc il y a ce déni de la colère qui est très, très prégnant chez les femmes et qui est encouragé culturellement, qui fait que on va retrouver les femmes dans des métiers de soins. On retrouve les femmes infirmières, aides-soignantes, on retrouve les femmes éducatrices dans l'éducation nationale, on retrouve beaucoup aussi les femmes dans le social. Ces trois branches, ces trois domaines professionnels sont majoritairement occupés par les femmes. Beaucoup parce que c'est ce qu'on attend de nous. On attend de nous que nous prenions soin des autres. Donc, ce qu'elle incite à faire aussi les femmes à travers cette analyse, eh bien, c'est à apprendre à être en colère quelque part. Moi, j'ai trouvé que c'était l'idée, quoi. C'est que les femmes doivent apprendre à être en colère, c'est-à-dire apprendre à assumer d'être en colère, parce qu'on a des raisons d'être en colère. Enfin, notre colère n'est pas une espèce de feu follet qui n'a pas lieu d'être. Au contraire, on a plein de raisons d'être en colère en tant que femme. On peut être en colère par rapport au féminicide dont un compteur tient le compte régulièrement. Voilà, tous les 2 jours ou 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et rien de concret n'a encore été mis en place pour trouver une solution à ce fléau. On est moins bien payé que les hommes. Il est difficile pour les femmes d'atteindre des postes à responsabilité. Le monde du travail est bâti sur un modèle masculin qui ne tient pas compte de tout ce qu'une femme peut avoir à faire en dehors du monde du travail. Les enfants malades, récupérer les enfants, s'occuper de la maison, s'occuper des parents âgés. Enfin, le monde du travail n'est pas adapté aux femmes. Ce sont les femmes qui doivent s'adapter au monde du travail. C'est plus adapté au masculin. Par exemple, quand les femmes racontent que quand elles reviennent de congé maternité, elles ne trouvent plus le même poste et on ne veut plus les mettre au même poste parce qu'on estime qu'elles ne seront pas aussi performantes. Voilà, donc il y a ça qui peut nous énerver. Il y a le partage des tâches ménagères, le monde tel qu'il va, le monde dirigé par des hommes, la plupart du temps blancs de plus de 50 ans, et dirigé d'une façon quand même lamentable, avec un modèle masculin, vraiment d'un rapport de force très très masculin. Je pense à ce qui se passe actuellement avec les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes qui n'en finit pas, depuis 2 mois environ, le problème de la réforme des retraites. La façon dont c'est géré, c'est très très masculin, c'est le conflit, c'est le fight, enfin c'est deux entités qui s'opposent et il n'y en a pas une qui va céder à l'autre. Il n'y a pas de place pour la discussion, il n'y a pas de place pour l'entente, il n'y a pas de place pour la communication. Voilà, donc moi je reste convaincue que s'il y avait plus de féminin là-dedans, s'il y avait plus de féminin dans la façon dont le monde est géré d'une manière générale, si les femmes, si on arrivait à prendre notre place, à prendre plus de place, parce qu'on représente quand même 50% de la population mondiale, et on est insuffisamment présente dans l'espace public. Il y a une absence des femmes, il y a une insuffisance de la présence féminine, c'est flagrant. Donc il y a aussi justement, pour arriver à être plus présente, il y a aussi le fait qu'on puisse justement utiliser notre colère, notre colère dans un sens positif. Donc voir la colère comme quelque chose de positif, voir la colère comme une arme, c'est-à-dire un outil qu'on peut utiliser et ne pas avoir peur d'être en colère, ne pas avoir peur d'être en colère, faire quelque chose de notre colère, la dire qu'on est en colère. C'est pas un crime d'être en colère, on a le droit d'être en colère, donc la dire, l'expliquer, donc la mettre en mots, en faire des textes, l'écrire, en faire des vidéos, en faire des échanges. Voilà, c'est très très important. Donc c'est ça, trouver à canaliser notre colère pour ne pas être dévoré par elle
et savoir l'utiliser, prendre l'habitude de l'utiliser et de ne pas avoir peur de passer pour une folle, de passer pour une hystérique. C'est pas grave, ça c'est ce que dit l'autre, à nous de nous positionner par rapport à ça. Donc j'ai trouvé ce bouquin vraiment passionnant, vraiment très très intéressant, et je vous recommande vivement la lecture de ce livre, parce que ça va, voilà, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, je pense que ça ne peut que vous apporter une vision particulière, intéressante. Enfin, c'est un travail que je trouve qui pourrait être poussé plus loin, quoi, qui pourrait être vraiment développé, parce qu'il y a vraiment des germes là-dedans, je trouve, pour nous faire avancer, nous les femmes, pour faire avancer l'humanité aussi, je trouve, parce que si les femmes arrivent comme ça à utiliser leur colère, je pense que ça peut permettre justement qu'un vent nouveau souffle sur l'humanité. Voilà, ce serait aussi bien utile pour nous en tant qu'individus que pour la société dans laquelle on évolue et puis pour le monde dans lequel on vit, parce qu'on a besoin justement de redéfinir les cartes, de voir les choses différemment, avec une sensibilité différente. Et aussi, il n'y a que nous, en fait, en tant que femmes, qui pouvons exprimer nos colères et les défendre, finalement, parce que on voit bien que sur certains points, les choses, elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas, donc il faut qu'on montre qu'on est là, il faut qu'on montre qu'on a des choses à exprimer, qu'on les exprime avec la virulence avec laquelle elles doivent être exprimées, parce que c'est important, et puis montrer qu'on est aussi, qu'on ne forme pas des individus séparés. Je pense que le fait que les réseaux sociaux existent aujourd'hui, ça permet ça aussi, parce qu'il y a des échos. Voilà, une femme va raconter, exprimer quelque chose, et puis elle va s'apercevoir qu'elle n'est pas toute seule, qu'on est beaucoup à ressentir la même chose. Donc voilà, il y a une alchimie, là, il y a un mouvement qui se crée tout doucement, je pense. Et voilà, c'était ça que je voulais vous dire. J'aurais encore plein de choses à dire sur ce livre, mais voilà, c'était ça que je tenais à vous dire sur le pouvoir de la colère des femmes de Soraya Chemaly. Donc je vous en recommande vivement la lecture. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur la lecture, sur l'écriture, sur l'auto-édition, parce que je suis écrivaine indépendante et je m'auto-édite. Je fais des chroniques de livres, donc des livres qui m'ont interpellée, qui m'ont plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le contenu de la vidéo vous a intéressé, à me mettre un petit pouce vers le haut pour que ma vidéo soit partagée par d'autres personnes que le sujet pourrait intéresser. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Bye bye.